Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Geneste. Guillaume, tu es un grand tireur et tu vis à Paris. Et juste avant de commencer, je voulais remercier Léa Miranda qui m'avait conseillé de te rencontrer il y a quelques semaines. Et Léa Miranda qui a rédigé un vade-mecum sur les dons et legs à l'attention des photographes et de leurs ayants droit qui est accessible en ligne sur la plateforme Iconos Photo. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de le consulter. J'avais pu lire l'ouvrage Le tirage à main nue, édité par La Main Donne il y a quelques années, suite au conseil de David Foury, son éditeur. Et je suis ravie qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui dans ton atelier. Voilà, donc merci à toi pour t'introduire en quelques phrases, mais on reviendra avec un peu plus de détails sur ta carrière. Mais tu as travaillé comme tireur à l'atelier Sillage à Paris avec Marc Bruyère en 1986 pendant 4 ans. Tu as été responsable du laboratoire Contre-jour en 90 pendant 5 ans. Et en 96, tu as créé ton propre laboratoire, là où on est, la Chambre Noire. Et depuis, du coup, tu travailles avec des photographes connus de tous, comme Bernard Plossu, dont tu viens de me montrer un tirage, Denis Roche, Sabine Weiss, Jacques-Henri Lartigue, Anne-Lise Boyer, etc., Sergio Lorrain, voilà. Pour commencer notre entretien, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir aussi sur l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que dans ton entourage, il y avait des personnes en lien avec l'art et la culture, l'image en général? Non, pas vraiment. Mes parents travaillaient tous les deux dans une compagnie d'assurance. Moi, ma passion pour la photographie, c'est toujours difficile de dire comment elle est née exactement, mais je suis passé par une maison des jeunes et de la culture à Asnières. Voilà, j'ai un homme qui a compté pour moi, qui s'appelle Monsieur Johnson, qui animait le laboratoire et qui m'a permis de voir ma première photo reproduite dans un livre. Ça a été un grand moment pour moi. À quel Donc âge? j'avais 17 ans. 17-18 ans par là. Et ça a été un moment important. Je crois qu'il y a des gens clés dans la vie. Et je me suis passionné pour le laboratoire très très tôt. J'étais fasciné par l'idée que sur une même feuille de papier, une feuille de papier A4, celle sur laquelle on écrit, qu'on met dans nos machines, on puisse à la fois mettre des mots, écrire un poème ou déposer une image. Donc j'ai très vite souhaité savoir comment est-ce qu'on pouvait préparer une émulsion photographique, la déposer sur ce papier et en faire advenir une image. Et du coup, quelle est la formation? Comment est-ce qu'on devenait tireur à cette époque? Alors après, j'ai passé mon bac et après j'ai fait une école de photographie de manière très traditionnelle. Alors dans les écoles de photographie à cette époque-là, où la photographie, elle était là pour produire et reproduire l'image, c'est plus la photographie argentique n'a plus le même statut à l'heure actuelle. On apprenait à tirer, mais on vous apprenait surtout à réaliser de bons négatifs, à faire de bons négatifs, une bonne exposition, qu'ensuite ça soit facile à tirer. On vous apprenait pas dans une école de photographie à tirer d'après tous les négatifs possibles et imaginables, sous-exposés, surdéveloppés, sous-développés, sous-exposés, tout. Après ça, on l'apprend dans un laboratoire. Donc après l'école de photographie, pendant 1 an ou 2, j'ai fait divers métiers. J'ai été derrière une machine Kiss où j'ai fait du tirage couleur pendant 2 ans. Et puis après, j'ai rencontré Marc Bruyère qui était à l'atelier Sillage. Et là, j'ai été passionné de travailler avec lui pendant ces 5 années. Et du coup, pourquoi avoir choisi d'aller chez Contre-jour et qu'est-ce qui était différent un petit peu pour resituer les différents laboratoires dans lesquels tu as travaillé? Alors après Sillage, j'ai été licencié. Là, on passait jour et nuit à faire des procédés anciens pour des photographes contemporains. On avait tiré les fenêtres de Ketchi Tahara pour David Senner, pour plein de photographes. On travaillait avec des procédés anciens, pas seulement. Le laboratoire marchait surtout sur l'argentique. Mais à un moment donné, ça a décliné complètement et on était trop partis dans nos recherches et voilà, j'ai été licencié.
Voilà, quelques mois difficiles, Marc Bruat m'a rappelé. Et il m'a dit, il y a Claude Nory, qui dirige les éditions Contre-jour, qui veut monter un laboratoire rue Daguerre à Paris. Donc, je me suis présenté à Claude et j'ai tenu le laboratoire. Et là, j'ai rencontré le monde de l'édition. Et du coup, en 96, au bout de 5 ans, tu montes ton propre laboratoire. Pourquoi avoir fait cette décision de se lancer à son compte? Là aussi, ça n'a pas été une décision que j'ai prise. J'ai été licencié aussi, Contre-jour ayant fermé. J'avais pas d'autre choix voilà. Si, j'aurais pu avoir le choix de repartir dans un autre laboratoire, mais j'avais pas mal de clients avec qui je travaillais. Et puis, comme j'étais licencié et que l'entreprise fermait, j'avais pas de problème de reprise de clientèle. Donc, du coup, j'ai monté mon propre laboratoire. Plein de photographes m'y ont encouragé. Pierre Devin du Centre régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais m'a tout de suite donné plusieurs commandes, le ministère, Bernard Plessu, et puis j'ai démarré comme ça. Voilà. Et comment t'as fait pour démarrer? Enfin, de qui tu t'es entouré? Enfin voilà. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour créer son laboratoire de façon assez pratique? Enfin voilà, tu avais déjà cette expérience, même cette double expérience. Mais comment s'est passé les débuts? C'était très simple. Comme j'avais des clients, j'avais des commandes. C'est ce que je viens de te dire. Mais donc j'ai acheté un agrandisseur. C'est très vite fait. Il suffisait de trouver ce lieu dans lequel je suis toujours à l'heure actuelle, et puis d'installer une cloison, des rideaux, des bacs, un agrandisseur, et j'ai démarré comme ça. Pendant 6 mois, 1 an, je me suis pas fait de salaire, et tout ce que je gagnais, parce que le laboratoire m'a marché très bien dès le début, je l'investissais dans le laboratoire. Et t'étais tout seul au début? Non, j'étais avec une personne avec qui on a pris un autre chemin à ce moment-là, environ 6 mois après. Et après, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes. J'ai eu des apprentis. Et puis la réelle rencontre que j'ai faite, c'est au moment du numérique, 3 ans après, avec Guillaume Fleureau, avec qui je travaille toujours. Et donc tu me disais que aujourd'hui vous êtes 3. Qui est cette troisième personne? Alors la troisième personne, c'est ma fille. Elle nous a rejoint depuis 2 ans maintenant, et on est 3 salaires fixes. Voilà, c'est important de le dire. C'est une économie qui tourne avec de la photographie d'auteur principalement. Et j'aimerais qu'on revienne avec de façon assez aussi pratique et opérationnelle comment se passent les étapes, quelles sont les étapes depuis la prise de contact avec un photographe jusqu'à la remise en main propre du tirage. Voilà, j'imagine que pour chaque photographe c'est à chaque fois une rencontre qui va être différente, mais est-ce qu'avec peut-être un exemple ou deux, on pourrait se rendre compte des étapes de ton côté? Oui. Ça dépend des photographes. Si ce sont des photographes déjà qui sont installés, qui sont connus. Donc là, la démarche, elle est simple. Il faut aller voir les livres qu'ils ont fait, les expositions qu'ils ont fait. Et puis après tirer leurs images et voir avec eux si ça colle. On doit se rattacher à quelque chose d'existant. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de Sabine Weiss, où j'ai travaillé pendant 6 ans avec elle. Elle avait 90 ans quand elle est venue au laboratoire, et on comprend bien qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait en tirage. Donc c'était à moi de coller à ce qu'elle souhaitait. Puis il y a un deuxième cas de figure, c'est ceux des jeunes photographes qui viennent. Et là, c'est un cas de figure qui se présente un peu plus souvent maintenant, et c'est mon avancée en âge qui fait ça aussi. Et où il demande conseil. Ce que je retiens de tout ça, de toutes ces expériences que j'ai avec les photographes, c'est que un photographe qui soit finalement jeune, hésitant, timide ou très connu, très expérimenté, sachant exactement ce qu'il veut, tous les photographes, je crois, savent ce qu'ils veulent. En tout cas, les bons photographes, ils le savent, mais très très tôt. Ils ont des difficultés à le dire avec des mots. Moi, j'aime bien ce terme aussi, comme le dit Thomas Conzani, d'accoucheur pour accompagner quelqu'un. Il y a une notion de difficulté de leur faire dire avec les mots ce qu'ils veulent exprimer. Voilà. Et on met à peu près combien de temps pour faire un tirage? Enfin, j'imagine que ça dépend, mais est-ce qu'il y a des tirages qui sont refaits plusieurs fois? Faire un petit peu aussi montrer. Oui, il y a plein de cas de figure, bien sûr, mais
On fait une dizaine de... Ça n'a pas vraiment changé depuis le début, depuis Picto. Hein. On fait entre 8 et 10 tirages d'exposition corrects par jour en argentique. En numérique, c'est un autre rapport au temps. Donc, mais au final, si on regarde une exposition de 50, 100 tirages, le temps qu'on y a passé, ça revient finalement assez au même. C'est à peu près une dizaine de tirages par jour. Après, ça dépend des formats, bien sûr. En argentique, c'est scindé en deux. Il y a le tirage qui va jusqu'au format 50-60 parce que c'est celui qui implique la taille de nos cuvettes. Et après, il y a le tirage au mètre carré où là, bien évidemment, c'est plus difficile de faire une dizaine de tirages par jour, mais ça tourne autour de ça, voilà. Et avant qu'on enregistre, on parlait du lien avec les photographes ou alors avec les ayants droit ou les personnes qui peuvent avoir les droits. Ça m'intéresse beaucoup qu'on parle de ce lien et de cette relation qui peut être construite avec le temps, avec les photographes. Oui, on peut prendre l'exemple de... Alors là, ce que vous entendez, c'est la porte, le carillon. Hein. On entend ça plusieurs... Voilà ma fille, bonjour. Chloé. Oui, j'ai rencontré Bernard. Il avait déjà fait plusieurs livres, plusieurs expositions. Donc je m'inscrivais dans une Bernard Possu, oui, dans une photographie qui était douce, pleine de valeurs de gris. Et je me suis inscrit directement dans cette couleur-là de tirage. On parle de couleur en noir et blanc, c'est-à-dire c'est plus joli que le mot rendu. Voilà. Et puis c'est plus large que le mot contraste ou que le mot douceur qui peuvent être exprimés pour des raisons différentes en tirage. J'amène très souvent le photographe avec Bernard, c'était assez simple parce qu'il est poète, donc il a toujours des mots qui sont des mots d'ordre sensoriel ou des descriptions qui sont à l'aube en Espagne ou fin de journée dans le nord de la France ou plein soleil à midi. Donc des choses des mots qui traduisent déjà la couleur que je vais donner au tirage. Il y a une double notion de couleur et de rendu, c'est celle dans laquelle s'inscrit le photographe. Là, on peut parler de manière assez large, soit des tirages très affirmés, très contrastés, soit des tirages assez doux, avec toute la gamme d'intermédiaires qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis après, la restitution de la lumière dans laquelle on est, ça c'est autre chose. On peut tirer, Édouard Bouba dédicaçait toujours ses livres, il mettait dans la lumière, j'aime bien cette phrase, parce que je dois m'inscrire dans une couleur de photographie par photographe pour lequel je travaille, et aussi dans la lumière dans laquelle se situe l'image. J'ai une question qui est une question très grande et qu'est-ce qu'un beau tirage, selon toi? C'est un tirage qui plaît à la fois au photographe et au tireur. Voilà. Bon, même ma réponse, elle est souvent celle-là, mais je crois que ça définit bien les deux volontés, quoi. On peut s'importer l'un à l'autre, mais un tireur n'est pas un créateur. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on accompagne quelque chose qui existe. Le photographe, quand il vient déjà avec une pellicule, une photographie de fait qui est développée, la matière, elle est là. On crée pas une musique. Si un compositeur a déjà créé une musique, on a à jouer, à l'interpréter. C'est autre chose. Donc, on est créateur dans ce sens-là. Je vois bien les polémiques qui naissent autour de tout ça, mais c'est une co-création, appelez-la comme on veut, mais on n'est pas à l'initiative de la photographie. Donc il y a une intention première de la part du photographe que le tireur doit avant tout, j'allais dire, respecter. Tu as vraiment une vision sur presque 20 ans de la photographie au plus proche des tirages et des photographes. Quelles sont un petit peu des évolutions que tu as pu voir vraiment de ton point de vue dans le milieu de la photographie et au niveau des photographes ou de l'écosystème? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses, des aspects que tu as vraiment pu voir et... Bon, tu es gentil en disant 20 ans, mais c'est plus proche de 40 quand même. J'ai commencé à tirer à 22 ans, j'en ai 62 cette année, donc ça fait à peu près sur 40 ans. L'évolution que j'ai vue, elle est majeure, c'est la vente de tirages. La vente de tirages de collection et la photographie qui se vend de plus en plus. Au début, on tirait beaucoup d'expositions. Je travaillais, comme tu disais tout à l'heure, dans un atelier avec Marc Bruat, donc c'était déjà
pas un gros laboratoire. C'était le début des ateliers qui se sont créés avec Philippe Salin, Yvon Le Marlec, Jean-Yves Brégant, à contre-jour après. Donc là, on est dans les années 90-95. Je commençais à travailler pour des photographes qui vendaient beaucoup plus de la photographie. Puis il y avait une galerie à contre-jour au-dessus du laboratoire, donc il y avait des ventes de tirages. Et puis depuis 27 ans maintenant que je suis ici à la Chambre Noire, là ça a été exponentiel. C'est-à-dire que j'ai vu la vente de tirages de collection complètement exploser. Donc ça, c'est l'évolution majeure. L'autre évolution que j'ai vue, bien évidemment, c'est celle du numérique. Oui. C'est dans les années 2000 et pour moi, l'objet marquant et l'événement marquant dans le numérique, parce que quand on dit le numérique, ça peut avoir plein de facettes différentes, c'est l'arrivée du scanner. Là, l'arrivée du scanner a totalement révolutionné la notion même pour moi, de laboratoire et les choix qui ont été faits des tireurs de Le scanner, pardon, il est arrivé au même moment que le numérique ou il est arrivé un petit peu en décalé? Alors, voilà, du coup, tu vois, tu utilises soi-même le mot numérique. Tu veux dire appareil photo numérique dans ce cas-là. Voilà. Oui, mais il est arrivé bien avant. Et les scanners à tambour, les scanners rotatifs qui étaient avant dans les imprimeries, étaient des scanners que des laboratoires et encore moins des ateliers pouvaient s'offrir. Ça valait vraiment trop cher. Et dans les années 95-2000, sont arrivés les scanners à plat et tout juste après, tout début 2000, les scanners pour négatif film. Et je parle de scanners de vraiment très grande qualité où alors là, on pouvait reproduire un tirage déjà fait parce qu'avant, on reproduisait, par exemple, à Sillage, je faisais du tirage d'édition, à Contre-jour, je faisais du tirage d'édition. On partait d'un tirage qu'on faisait en tirage argentique et on le reproduisait pour donner la numérisation, le fichier travaillé à l'éditeur qui lui-même le confiait à l'imprimeur. Du coup, on parle d'évolution. Quand dans les années 90, tu penses qu'il y avait à peu près combien de laboratoires? Enfin, quelle a été un petit peu pas la chute, mais en tout cas la baisse? Non, il n'y a pas eu, je sais pas s'il y a eu une baisse, mais il y a eu une diversité, de propositions de la part des tireurs, qui sont partis des laboratoires. Mais ça se fait encore, jusqu'à aujourd'hui, les gens ont fait des choix. Moi, je viens d'un milieu à contre-jour où c'était l'édition, donc je faisais beaucoup de tirages d'édition. Je voyais mes tirages qui partaient, Claude Nory les donnait à l'imprimeur, et j'avais en retour le livre une fois imprimé. À ce titre, d'ailleurs, il faut parler de l'évolution aussi de l'imprimerie depuis 20 ans. Elle est énorme, mais c'est un autre discours. C'est une autre chose. Mais donc, je voyais mes tirages partir. Moi, j'avais envie d'accompagner un peu plus, et le numérique, avec l'arrivée des scanners à plat, m'a permis de reproduire les tirages que je faisais. Et à partir des années 2000, ce qui a été formidable, c'est que avec les scanners films, on a pu travailler. Là, je suis sur 2 livres en ce moment où on réalise la photogravure d'après des négatifs pour la Fondation Henri Cartier-Bresson, pour Martine Franck et Cartier. Et on repart des négatifs. Je repars des négatifs pour pouvoir travailler l'image. Donc, je les interprète et je les tire exactement comme je le fais à l'agrandisseur. Donc ça, c'est une évolution absolument majeure. Ça m'intéresse effectivement qu'on parle de l'édition aussi, dont tu parlais qu'il y avait aussi eu des évolutions. Oui, l'évolution dans l'édition, c'est qu'avant, on tirait des livres à plusieurs milliers d'exemplaires et ils se vendaient. Et maintenant, on tire plein de livres à 500 exemplaires et énormément de livres. Enfin, les éditeurs éditent énormément de livres et il y a une profusion incroyable de propositions de livres qu'il n'y avait pas à l'époque où j'étais à contre-jour. Le livre avant, c'était pour un photographe, ce qu'il faut voir, c'est que le livre, c'était le Graal, c'était une réussite, c'était voir ces images reproduites. Ils étaient photographes pendant des années. Je crois que Sabine West, je voudrais pas dire de bêtises, mais que ça soit Sabine West, Douaneau et autres, ils ont pas vu leurs photos reproduites, en tout cas dans un livre, pas dans des magazines, bien sûr, parce que là, ils travaillaient, mais dans un livre avant 40 ou 50 ans. Maintenant, on voit plein de jeunes photographes qui sortent d'une école de photo ou d'école d'art et qui fabriquent un livre où les images, maintenant, elles n'existent plus, pour certaines en tout cas, et une grande partie même que dans le livre. Elles sont même plus exposées. Avant, les images qui étaient reproduites dans des livres, c'était des images qui étaient exposées, qui étaient montrées. Oui, en fait, on revient sur une matérialité, vu que on a
peut-être un peu plus de numérique, et le livre permet de garder un objet. Oui, puis je crois que financièrement, là, faudrait demander à des éditeurs comme Patrick Lebescon, David Fourré, mais la fabrication d'un livre coûte quand même moins cher à l'heure actuelle, même si elle coûte cher, qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Oui, c'est sûr, maintenant on peut éditer son livre, Oui, auto-éditer, avec l'édition numérique encore plus, bien sûr. J'ai une question que j'aime bien poser, mais qui du coup dans le contexte d'un laboratoire n'est pas si simple, parce qu'on est autour de, comment dire, c'est très chimique, c'est très scientifique aussi, avec tous ces liquides, ces bains, etc. Mais l'aspect écologique de ton métier, quelles sont un petit peu les réflexions que tu peux avoir, ou que tes collègues, confrères peuvent avoir? Le côté chimique, si on le prend du côté de l'argentique, j'avais l'argentique en tête. Oui, il est totalement terminé. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de labo il y a très peu de chimie. Ici, il existe la chimie couleur, mais en chimie noir et blanc. En chimie noir et blanc, par contre, il y a très peu de labos qui en font. Donc, sur un plan écologique, ça s'est restreint. Non, le problème, c'est plutôt les cartouches d'encre. Voilà. En termes de chimie. Alors, pour répondre à ta question plus directement, avoir une attitude écologique par rapport à ce que l'on fait, ça voudrait dire tirer peu. Or, pour moi, tirer peu, c'est l'inverse exact de ce que je fais. C'est-à-dire que comme le photographe, il repart avec une image imprimée qu'il va exposer, qu'il va montrer, qu'il va vendre, je suis obligé d'en passer par le papier très rapidement. Donc, je suis pas très économique là-dessus et je suis pas très regardant. Bien évidemment, on essaye de se caler le plus possible sur des écrans, mais les écrans, ils sont là, ce sont que des interfaces. C'est pas une finalité. Donc, et pour rebondir aussi sur la question que tu posais tout à l'heure par rapport aux photographes, quand on commence à travailler ensemble, très vite, on s'inscrit dans du papier. C'est-à-dire, plutôt que de s'asseoir à côté d'un écran, de regarder l'image et de dire, ah là, je la vois comme ça, alors qu'on la voit par transparence et que la finalité, ça sera du papier, très vite, on imprime. Donc, je fais attention à pas trop imprimer, mais je peux pas me l'interdire. Voilà. Non, mais effectivement, j'avais en tête qu'il y avait encore qui a resté plus de bains un petit peu plus chimiques. Donc oui, non, pile avant que le numérique arrive, j'avais été contacté, je sais plus par qui, mais justement qui me demandait quel était mon volume. C'est très facile de tracer un labo en termes de surface de papier acheté par an, on le sait, il suffit d'aller voir les fournisseurs. Et en termes de volume de chimie, exactement pareil. Donc je crois que j'ai été pile à cette période quand le numérique est arrivé, où se posait la question pour moi de savoir comment j'allais recycler ma chimie. Puis le numérique a pris le dessus et il y a eu de moins en moins d'argentique. Je souhaiterais aussi qu'on parle de tes autres projets à côté du laboratoire, de l'association dont tu m'as parlé. Quel est ton rôle et quels sont les projets? Ah oui, les autres projets, pour moi, mes projets d'à côté sont l'écriture depuis quelques années, où là, le choc du numérique et de l'argentique m'a permis d'écrire. D'écrire sur la photographie? Oui, c'était tellement évident pour moi que j'en parle même pas, mais oui, sur la photographie, ma rencontre avec Denis Roche aussi, avec qui j'ai travaillé, m'a permis d'écrire. Ça a été donc pour moi, une forme de révélateur, de déclencheur, pardon. Et puis après, ma rencontre avec David Fourré, où ça m'a permis, du coup, d'éditer ce que j'avais envie de dire sur la photographie. Et l'association des tireurs? Ah oui, l'association, elle est née de ma rencontre il y a quelques années. Vous êtes combien à peu près aussi? On est une trentaine. Avec Michel Poivert et son projet par rapport au collège. Et il y avait l'idée de vouloir regrouper des tireurs autour de leur métier. Donc oui, on est une trentaine à l'heure actuelle et on a comme projet de monter une exposition dont la commissaire est Anne-Cécile Guilbard.
Et on fait des entretiens donc avec les tireurs. On essaye de faire ça un peu tous les mois, où il y a un questionnaire, un peu comme tu le fais là avec moi aujourd'hui. Et parallèlement à ça, on a dans l'idée, Anne-Cécile souhaite monter une exposition autour de 3 tirages qu'on choisit, donc chaque tireur, et qu'ils nous en parlent. Ils nous parlent de leur choix, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces tirages-là, dans le but donc de les exposer. Et c'est assez passionnant parce que c'est des choix à la fois qui sont expliqués par la relation qu'ils ont avec le photographe, pour des raisons techniques, esthétiques, très diverses. Donc là, on a ce projet d'exposition, mais ça va se faire tranquillement dans les années à venir. Et pour en savoir plus, peut-être sur ce projet ou pour cette association, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet Sur le site, oui, pour l'instant, elle existe. Il n'y a pas encore grand-chose. L'association a été montée l'année dernière. Hein, c'est tout frais. Donc il y a Linda Garcia Dornano qui est avec nous et Philippe Guilvar qui est tireur. On a monté l'association donc à 3. Non, il y aura plus d'informations sûrement quand l'exposition sera montée. Non mais super, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes d'en savoir plus et toutes ces questions, je pense. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'exposition comme la conçoit Anne-Cécile, c'est donc de montrer les 3 photos encadrées par tireur. Donc ça serait une exposition de tirage, annoncée exactement comme ça, et de recueillir donc la parole des tireurs et de pouvoir l'écouter. Chacun pourrait l'écouter devant ces 3 photographies. Non mais moi je trouve ça, enfin voilà, moi j'aime aussi beaucoup l'idée d'avoir du son avec des images, donc avoir une voix et en tout cas de pouvoir parce que quand on parle de photographie, on parle aussi de personnes derrière, de matérialité et de Bien relations. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. De voir et d'écouter ça. Exactement. Ma dernière question est, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient tu nous as donné un petit peu au fil de l'eau, mais qui souhaiteraient faire des tirages ou en tant que photographe ou en tant que tireur. Voilà, est-ce que tu aurais, là on est en 2024, des conseils, mais très généraux, très pratiques, voilà. Maintenant, un jeune qui veut devenir tireur, avant, on lui conseillait de rentrer dans un grand labo et puis de faire du tirage en grande quantité. Maintenant, je le vois bien avec la formation de ma fille, là, Chloé, c'est qu'elle apprend le tirage, noir et blanc, mais aussi bien en argentique qu'en numérique. Alors c'est compliqué, je crois que les tireurs de demain seront des gens qui viendront de milieux très très différents. On parlait de la photogravure tout à l'heure, les laboratoires se mélangent à l'heure actuelle. Ils travaillent pour des artistes, ils viennent du monde de l'imprimerie, d'autres viennent du monde du laboratoire pur. C'est compliqué, donc il y aura à mon avis plein d'entrées différentes pour pouvoir apprendre le tirage. Bien sûr, on apprend toujours le tirage dans les écoles de photographie, mais on apprend surtout la retouche en numérique. Nous, on fait pas de retouche ou très très peu. Par exemple, on fait vraiment du tirage. Et puis pour des jeunes photographes, je crois que maintenant les procédés alternatifs en numérique font qu'ils sont nombreux à les pratiquer. Et je pense que il doit y avoir j'imagine, en tout cas des regroupements d'artistes autour de ces procédés. Il y avait Martin Beaugraine là qui donnait un stage mixte à l'atelier Saint-Cyprien à Toulouse. Il donne là de très 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 bons stages. Ils font venir vraiment des bons intervenants. Et il enseignait les techniques mixtes, aussi bien argentiques que numériques. Parfait. Et merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce moment et pour cette visite et cette rencontre. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!